La lumière de Jérusalem, même au plus profond des palais, portait en elle une qualité particulière, une patine dorée qui semblait caresser les pierres millénaires et les étoffes précieuses. Elle filtrait à travers les moucharabiers des fenêtres, dessinant des arabesques mouvantes sur les sols de marbre et les tapis d'Orient, imprégnant l'air d'une poussière scintillante et d'un silence feutré, seulement troublé par le cliquetis lointain des armes ou le chant des muezzins. C'est dans cette Jérusalem des croisés, une cité sainte où l'Orient et l'Occident s'entrelaçaient dans un fragile équilibre de pouvoir et de foi, que Mélisende vit le jour. L'année était 1105, une ère de consolidation pour le jeune royaume latin, né de la ferveur des premières croisades. Son père, Baudouin du Bourg, n'était pas encore roi, mais un comte d'Édesse dont la destinée allait bientôt le propulser sur le trône de Jérusalem. Sa mère, Morphia de Mélitène, une princesse arménienne dont la beauté et la sagesse étaient déjà légendaires, veillait sur ses premières années avec une tendresse empreinte de la gravité de son rang. Dès sa naissance, Mélisende fut enveloppée par les paradoxes de son monde. Le palais de Jérusalem, où elle grandit, n'était pas une forteresse austère, mais un lieu vibrant de vie, de couleurs et de parfums. Les épices des cuisines se mêlaient aux effluves dansants des chapelles, les murmures du latin et du français se confondaient avec les cadences gutturales de l'arabe et les mélodies chantantes de l'arménien. C'était un creuset culturel, un carrefour où les chevaliers francs, aux armures luisantes et aux manières rudes, côtoyaient les marchands syriens drapés de soie chatoyante, les érudits byzantins aux robes sombres et les pèlerins venus de tous les horizons de la chrétienté. Mélisende, dès son plus jeune âge, montra des signes d'une intelligence vive, d'une curiosité insatiable qui la distinguait de ses sœurs. Tandis que Audierne et Alice s'adonnaient aux jeux plus légers de l'enfance, Mélisende préférait écouter les récits des scribes, observer son père présider les conseils, ou se plonger dans les manuscrits enluminés que sa mère, Morphia, lui faisait apporter. Sa mère, femme pieuse et cultivée, imprima en elle une profonde dévotion, lui enseignant les psaumes et les récits bibliques, mais aussi l'importance de la dignité et de la retenue. De son père, Baudouin, elle hérita une acuité politique précoce, une capacité à saisir les nuances des conversations, à lire entre les lignes des accords diplomatiques. Les journées de la jeune princesse étaient rythmées par les leçons de ses précepteurs. On lui enseignait le latin, langue de l'église et de l'administration, le français, sa langue maternelle, et quelques rudiments d'arabe, essentiels pour la diplomatie locale. Mais au-delà des mots, on la formait aux usages de la cour, à la généalogie des grandes familles franques et orientales, aux subtilités de l'étiquette. Elle apprenait à reconnaître les visages familiers des barons, à comprendre leurs rivalités latentes, leurs alliances fluctuantes. Chaque geste, chaque mot prononcé dans ce palais était potentiellement scruté, pesé, analysé. La conscience de son statut exceptionnel, d'enfant du roi d'un royaume si jeune et si contesté, pesait déjà sur ses petites épaules, bien que tempérée par l'insouciance naturelle de l'enfance. Guillaume de Tyr, ce futur chroniqueur dont l'ombre planait déjà sur les événements à venir, aurait pu observer la jeune Mélisende de loin. Il aurait noté sa démarche altière, son regard clair et pénétrant, son aisance à converser avec les dignitaires, même les plus intimidants. Il aurait perçu en elle non pas une simple princesse destinée à un mariage stratégique, mais une âme façonnée pour le pouvoir, une intelligence capable de naviguer les eaux tumultueuses de la politique orientale. Elle n'était pas la fille d'un prince européen, mais l'héritière d'un roi croisé, et cette distinction, subtile en apparence, était en réalité un gouffre. Elle portait en elle l'héritage d'une croisade, la responsabilité de maintenir une flamme chrétienne en terre sainte, et ce destin, elle le sentait, était à la fois une bénédiction et un fardeau. Les années filèrent, et avec elles, les premières épreuves. Le royaume de Jérusalem, toujours sous la menace constante des puissances musulmanes environnantes, était une terre de bataille et de traités fragiles. Mélisende grandit en entendant les récits des sièges, des victoires chèrement acquises, des défaites douloureuses. Elle voyait les chevaliers partir au combat, les revenants blessés, les veuves en deuil. Cette précarité de l'existence, cette lutte perpétuelle pour la survie du royaume, forgea en elle une conscience aiguë de la nécessité de la force et de la résilience. Elle comprenait que la grandeur du palais n'était qu'une façade fragile, et que la survie du royaume dépendait autant des prières que des épées, autant de la diplomatie que du courage. 1118 marqua un tournant. Baudouin Ier, le premier roi de Jérusalem, s'éteignit. Sans héritier direct, la couronne revint à son cousin, Baudouin du Bourg, le père de Mélisende. L'accession au trône de Baudouin II ne fut pas seulement un changement de monarque, mais le début d'une ère nouvelle pour Mélisende. Son père, pragmatique et visionnaire, sans fils pour lui succéder, commença à la considérer non plus seulement comme une princesse à marier, mais comme une potentielle héritière, une idée audacieuse pour l'époque. Les murs du palais, autrefois témoins de son enfance insouciante, devinrent désormais les silencieux observateurs de sa préparation intense. Les leçons s'intensifièrent, prenant une tournure plus politique et plus concrète. Mélisende, désormais une jeune femme à l'aube de sa maturité, fut impliquée dans les affaires du royaume avec une régularité croissante. Elle assistait au conseil du roi, non pas en simple spectatrice, mais en observatrice attentive, posant des questions pertinentes, écoutant les arguments des barons et des clercs avec une concentration remarquable. Son père, loin de la cantonner aux tâches traditionnelles des femmes de son rang, l'encourageait à exprimer ses opinions, à analyser les situations complexes, à comprendre les enjeux de chaque décision. Son éducation s'étendit bien au-delà de la théologie et de la littérature. Elle étudia le droit, non pas dans l'abstrait, mais dans son application concrète aux litiges fonciers, aux successions, aux traités. Elle apprit la gestion des domaines royaux, les revenus des terres, les impôts, les devoirs des vassaux.
Elle développa des relations avec la noblesse locale, apprenant à distinguer les fidèles des opportunistes, les sages des ambitieux. Le clergé, pilier du royaume, la trouvait à l'écoute, respectueuse, mais aussi dotée d'un jugement aiguisé. L'atmosphère de la cour était chargée d'attentes. Baudouin II était un roi respecté, mais la question de sa succession, sans héritier mâle, planait comme une ombre sur l'avenir du royaume. La tradition, en Europe, favorisait les hommes, mais la nécessité pragmatique, la survie même de Jérusalem, poussait Baudouin vers une décision révolutionnaire. Il voyait en Mélisinde non seulement sa fille, mais la continuation de sa lignée, la gardienne de son héritage. Il la préparait à porter le poids d'une couronne, un fardeau qu'elle acceptait avec une détermination croissante. La recherche d'un époux approprié devint la priorité absolue, une quête diplomatique qui mobilisa les meilleurs conseillers du roi. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un prince puissant, mais un homme capable de partager le trône avec une femme aussi bien préparée, et d'assurer la protection du royaume sans en usurper l'âme. Des émissaires furent envoyés à travers l'Europe, leurs messages chargés d'espoir et de crainte. Mélisinde, consciente de son rôle historique, ressentait la pression des attentes, mais aussi une fierté discrète de la confiance placée en elle par son père. Une maturité précoce s'était installée en elle, mêlée à une certaine appréhension face à l'inconnu de son futur mariage et des défis qui l'attendaient. Elle savait que son destin n'était pas le sien seul, mais celui de tout un royaume. L'année 1128 fut celle où le destin de Mélisinde, et par extension celui de Jérusalem, se scella de manière irrévocable. Foulques V d'Anjou arriva dans la cité sainte, un homme mûr, puissant, déjà père d'une nombreuse progéniture et réputé pour son habileté militaire et sa piété. Il était le choix de Baudouin II, l'homme capable, pensait le roi, d'assurer la pérennité du royaume face aux menaces extérieures. Le mariage fut une cérémonie somptueuse, un spectacle de grandeur religieuse et politique. La basilique du Saint-Sépulcre, baignée par la lumière des cierges, résonnait des chants d'éclairs et du murmure des prières. Mélisinde, parée de ses plus beaux atours, marchait vers l'autel, le cœur partagé entre le devoir et une curiosité prudente. Foulques, imposant dans son manteau de velours, affichait une assurance qui, pour certains, masquait une ambition démesurée. La joie apparente des festivités, les banquets somptueux qui suivirent, les danses et les musiques orientales et occidentales, masquaient mal les arrière-pensées et les calculs politiques. Dès le début, des tensions sourdes apparurent, comme des fissures invisibles dans la pierre fraîchement posée. Foulques, habitué à un pouvoir absolu dans ses domaines angevins, ne concevait pas de partager l'autorité. Il était venu à Jérusalem en conquérant, en protecteur, non en égal. Mélisinde, elle, était l'héritière légitime, façonnée par son père pour régner, et son droit était inscrit dans le marbre des lois du royaume. Le contrat de mariage lui-même, complexe et minutieusement négocié par Baudouin II, tentait de concilier ces deux visions, accordant à Mélisinde des droits propres, une autorité co-régente. Mais le papier ne pouvait pas contenir la volonté d'un homme. Les premières semaines, les premiers mois de leur union furent une danse délicate de pouvoir. Foulques, avec une cour de chevaliers angevins qu'il suivait comme son ombre, tentait d'imposer ses méthodes, ses hommes, ses idées. Mélisinde, avec la sagesse apprise de sa mère et la perspicacité de son père, observait, mesurait, résistait parfois, mais toujours avec une dignité irréprochable. Elle espérait une collaboration fructueuse, une union de force pour le bien du royaume, mais une vigilance accrue s'était installée en elle. L'amour, dans cette union d'État, n'était pas la priorité, et la froideur des arrangements politiques se faisait sentir. Un an après leur mariage, la naissance de leur premier fils, Baudouin, fut célébrée avec faste. Elle renforçait la légitimité dynastique, assurant un héritier mâle pour le trône. Pour beaucoup, c'était la preuve que le plan de Baudouin II était une réussite. Mais pour Mélisinde, la joie de la maternité était tempérée par la conscience que la venue de cet enfant, loin de résoudre les déséquilibres de pouvoir, risquait au contraire de donner à Foulques un argument supplémentaire pour affirmer son autorité paternelle et royale. Une légère méfiance s'était installée en elle, un pressentiment des conflits à venir. 1131, l'année de la grande épreuve, celle qui allait véritablement forger Mélisinde en reine. Baudouin II, le sage et respecté roi, s'éteignit. Son décès plongea le royaume dans un deuil sincère, mais il ouvrit aussi la voie à une lutte de pouvoir que beaucoup redoutaient. Conformément à la volonté du défunt roi, Mélisinde et Foulques furent couronnés ensemble dans la basilique du Saint-Sépulcre, leur couronne pesant également sur leur tête. Mais l'égalité symbolique ne dura pas. Foulques, libéré de l'autorité de son beau-père, ne tarda pas à montrer son vrai visage. Son intention était claire, éclipser son épouse, s'approprier la totalité du pouvoir, reléguer Mélisinde au rang de simple consort. Il commença par écarter les conseillers et les barons fidèles à Mélisinde, des hommes qui avaient servi son père et qui connaissaient les subtilités du royaume. À leur place, il plaça ses propres hommes, des angevins venus avec lui, peu familiers des usages locaux, souvent arrogants, et dont la loyauté était envers Foulques seul. Ce favoritisme provoqua un ressentiment croissant au sein de la noblesse locale, les barons latins qui avaient construit et défendu le royaume. Ils se sentaient marginalisés, leurs droits bafoués, leur influence diminuée. Les couloirs du palais, jadis animés par les discussions ouvertes, résonnaient désormais de murmures, de plaintes étouffées, de complots latents. La cour, autrefois unie sous l'autorité de Baudouin II, devint un champ de bataille politique où les allégeances étaient testées et les loyautés divisées. Mélisinde, forte de sa légitimité incontestable et de l'amour de son peuple, ne céda pas. Elle résistait à ces tentatives d'usurpation avec une dignité farouche.
Elle s'appuyait sur son réseau de soutien, les hommes et les femmes qui avaient vu en elle l'héritière légitime, celle que Baudouin II avait préparée. Sa frustration était palpable, le sentiment d'être trahi dans les intentions de son père, dont la mémoire était encore fraîche. Mais cette frustration se transforma vite en une détermination inébranlable. Elle ne se laisserait pas dépouiller de ses droits. De la prudence, elle passa à une résistance active, animée par un fort sens de la justice et de son droit divin à régner. Une colère froide commença à gronder en elle, une flamme sous la cendre, prête à s'embraser. Le deuil du vieux roi avait laissé place à une compétition acharnée pour le contrôle, et l'air était lourd de rumeurs et de désillusions. 1134, l'année où les tensions, longtemps latentes, atteignirent leur point de rupture. Foulques, aveuglé par son ambition et sourd aux avertissements, continua d'aliéner la noblesse locale. Ces barons angevins, avec leur arrogance et leur méconnaissance des coutumes de Jérusalem, ne firent qu'aggraver la situation. La marginalisation de Mélisende devint si flagrante qu'elle menaçait la stabilité même du royaume. C'est dans ce climat délétère que des figures influentes commencèrent à se rapprocher de la reine. Parmi eux, Hugues II du Puisaye, comte de Jaffa, était le plus éminent. Cousin de Mélisende par sa mère, Morphia, et puissant baron du royaume, Hugues était un homme d'action, fier et respecté. Il voyait en Mélisende non seulement une parente, mais la gardienne de l'ordre établi par Baudouin II, celle qui pouvait s'opposer à la tyrannie grandissante de Foulques. Leur alliance, d'abord discrète, devint un contre-pouvoir évident, un phare pour tous ceux qui se sentaient lésés par le nouveau roi. La méfiance généralisée qui planait sur la cour se transforma en un terreau fertile pour les rumeurs les plus insidieuses. Pour discréditer Mélisende et briser son alliance avec Hugues, les partisans de Foulques mirent en circulation les accusations les plus infâmes, celles d'adultère entre la reine et son cousin. Ces rumeurs, chuchotées dans les alcôves du palais, colportées par les courtisans corrompus et amplifiées par les espions, avaient un objectif clair, isoler la reine, entacher sa réputation, justifier toute répression contre la noblesse frondeuse. L'ombre de la suspicion planait désormais sur Mélisende. Chaque regard, chaque conversation avec Hugues était interprétée, déformée. La reine, blessée au plus profond de son être par ces calomnies, ressentait un sentiment d'isolement grandissant, malgré le soutien de ses proches. Son honneur, sa piété, tout ce qu'elle avait bâti était attaqué. Mais loin de la briser, cette épreuve renforça sa résolution. L'indignation et la colère montaient en elle, non pas une fureur incontrôlable, mais une détermination froide et implacable à défendre son honneur et ses droits. Le royaume de Jérusalem était au bord de la fracture. Les tensions étaient devenues insupportables. Le sentiment d'injustice et de colère parmi la noblesse locale pressentait une crise imminente. Les accusations d'adultère n'étaient pas seulement des attaques personnelles. Elles étaient une arme politique, une tentative de délégitimer la reine et de justifier l'écrasement de toute opposition. Mélisende savait qu'elle devait se préparer à la confrontation. Son intérieur, blessé par la perfidie, était désormais animé par une force tranquille, une puissance qui puisait sa source dans la légitimité de son sang et la mémoire de son père. Le piège se refermait, mais Mélisende n'était pas une proie facile. Le murmure se fit rugissement. La nouvelle, d'abord chuchotée avec une prudence mêlée d'effroi, éclata comme un coup de tonnerre dans les couloirs du palais et au-delà, se propageant tel un incendie dans les ruelles animées de Jérusalem. Hugues II du Puisaye, comte de Jaffa, cousin de la reine et l'un des piliers du royaume, venait de se déclarer ouvertement en rébellion contre le roi Foulques. L'année 1134 venait de s'embraser. La décision d'Hugues n'était pas un caprice, mais l'aboutissement d'une exaspération profonde. Les accusations d'adultère, lancées comme des pierres empoisonnées, n'étaient que la dernière infamie. Plus encore, c'était la marginalisation systématique de Mélisende, l'arrogance des Angevins, la déconstruction minutieuse de l'héritage de Baudouin II par Foulques, qui avait poussé ce baron fier et respecté à l'action. Il avait refusé de se présenter à la cour pour répondre de charges qu'il considérait comme des fabrications grossières, des calomnies destinées à le briser, à travers lui, à affaiblir la reine. Au lieu de cela, il avait regagné Jaffa, sa forteresse côtière, et en avait ordonné le renforcement, transformant ses murs en un bastion de défi. Dans les pierres massives de Jaffa, l'air était chargé d'une détermination farouche. Les cris des hommes d'armes, le cliquetis des armures, le grondement sourd des chariots transportant des provisions et des matériaux de siège résonnaient dans la ville. Hugues, le visage durci par le vent marin et l'urgence de la situation, arpentait les remparts, son regard balayant l'horizon. Il n'était pas un traître, mais un défenseur des droits de Mélisende, héritière légitime, et, par extension, des lois et des coutumes du royaume que Foulques bafouait avec une impudence grandissante. Les hommes de Jaffa, ses vassaux, ses fidèles, le regardaient avec une loyauté inébranlable. Ils savaient qu'ils se préparaient à affronter la colère royale, mais ils étaient convaincus de leur juste cause. Le vent salin portait les bannières d'Hugues, flottant fièrement au-dessus des créneaux, un symbole de défi dans le ciel bleu d'Orient. Au palais de Jérusalem, la fureur de Foulques était une bête déchaînée. Les veines de son cou battaient sous sa peau tannée par le soleil, ses poings serrés sur la table d'ébène où un parchemin froissé gisait, l'annonce formelle de la rébellion d'Hugues. « Rébellion, contre moi, le roi !» Ces mots crépitaient comme des braises. Il ne voyait pas la justice dans le geste d'Hugues, seulement la trahison, l'insubordination d'un vassal qu'il devait écraser avec une force impitoyable. Ces barons angevins, des hommes à la loyauté sans faille mais à la compréhension limitée des subtilités locales, l'encourageaient dans sa détermination. Pour eux, c'était une affaire de discipline, d'autorité à rétablir. Le royaume était divisé, le fossé entre les Francs d'Outre-mer et les Francs d'Anjou, s'élargissant chaque jour un peu plus.
Mélisinde, cloîtrée dans ses appartements, ressentait un mélange complexe d'anxiété et d'une satisfaction secrète. L'anxiété pour le royaume, pour la violence que cette rébellion allait inévitablement engendrer, pour la vie de son cousin. Mais aussi une satisfaction amère de voir que son combat n'était pas solitaire. Que d'autres, et non des moindres, étaient prêts à risquer leur vie pour la justice et la légitimité. Le fracas des armes à venir était un son terrible, mais il portait aussi la promesse d'une confrontation inévitable, une chance, peut-être, de rétablir l'équilibre. Le parfum des fleurs de jasmin dans sa cour intérieure semblait écrasé par l'odeur métallique du conflit imminent. Elle savait que chaque coup porté à Hugues serait un coup porté à elle-même, mais aussi que chaque acte de résistance affaiblirait Foulques. La tension était une corde raide sur laquelle elle devait marcher, ses sens aiguisés, ses pensées claires. Les barons locaux, divisés par les manœuvres de Foulques, se retrouvèrent face à un choix cornélien. Certains, craignant la colère du roi, restèrent dans l'expectative, leur visage masquant leurs véritables pensées. D'autres, las de l'autoritarisme angevin et solidaire des droits de Mélisinde, commencèrent à murmurer leur soutien à Hugues, apportant discrètement des hommes ou des vivres à Jaffa. Le royaume était une mosaïque de fiefs, et chaque seigneur pesait le pour et le contre, les alliances passées et les menaces futures. L'air était lourd d'incertitude, le destin de Jérusalem suspendu à l'issue de cette crise fratricide. Face à l'éclatement de la rébellion, le silence des églises ne pouvait perdurer. Le patriarche Guillaume Ier de Jérusalem, une figure imposante et respectée, comprit la gravité de la situation. Une guerre civile était une menace existentielle pour un royaume déjà fragile, entouré d'ennemis implacables. Il convoqua des synodes, des conciles, transformant les lieux saints en tribunes pour des débats enflammés. La basilique du Saint-Sépulcre, avec ses voûtes millénaires et ses icônes vénérables, devint le théâtre d'une tentative désespérée de médiation. L'odeur d'encens et de cire d'abeille se mêlait à la tension palpable des discussions. Guillaume, drapé dans ses riches ornements sacerdotaux, tenta d'apaiser les esprits, de rappeler aux belligérants leurs devoirs chrétiens et la nécessité de l'unité face à l'infidèle. Il parla de paix, de réconciliation, de la parole de Dieu. Mais sous les robes et les prières, la guerre psychologique battait son plein. Foulques, sentant le vent tourner légèrement en faveur de Mélisinde grâce à la rébellion d'Hugues, saisit cette opportunité pour lancer une nouvelle offensive, plus insidieuse. C'est dans ce cadre religieux, où la légitimité était souvent liée à la piété et à la conformité au dogme, que les rumeurs les plus sombres commencèrent à être activement propagées par les partisans du roi. Les accusations d'adultère, bien que persistantes, ne suffisaient plus à discréditer totalement Mélisinde. Il fallait frapper plus fort, plus profondément. Les murmures se mirent à parler de manipulation de prophéties, de pratiques occultes utilisées par la reine pour influencer les barons, pour séduire son cousin, pour ensorceler le royaume. Ces allégations étaient d'une perfidie redoutable. Elles visaient à miner la légitimité de Mélisinde non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan spirituel. Une reine utilisant des sortilèges, des prophéties détournées, n'était plus une héritière divine, mais une menace pour l'âme du royaume. L'idée était de la présenter comme une souveraine illégitime non pas par défaut de naissance ou de loi, mais par l'usage de moyens non chrétiens, voire diaboliques. Les mots, glissés avec une fausse innocence, semaient le doute, la peur. Avez-vous entendu dire que la reine consulte des devins? Qu'elle connaît des charmes anciens, appris de sa mère arménienne? Les questions, plus que les affirmations, étaient les plus dangereuses. Elles laissaient la place à l'imagination, à la peur de l'inconnu, à la superstition ambiante. Mélisinde, apprenant ces nouvelles calomnies, fut accablée. Son cœur, déjà meurtri par les accusations d'adultère, saignait désormais d'une blessure plus profonde encore. Sa piété, l'essence même de son être, ce qu'elle tenait de sa mère et de son éducation, était remise en question. Être accusée de sorcellerie, de manipulation des choses divines, était une insulte intolérable. Elle passait de longues heures dans la chapelle privée de ses appartements, priant, cherchant réconfort et force dans la foi. Ses yeux, habituellement si vifs, portaient une ombre de tristesse, mais sa volonté, loin d'être brisée, se durcissait. Cette injustice criante, cette attaque contre son âme, la renforçait dans sa conviction que Foulques et ses partisans étaient prêts à tout pour la détruire. Hugues, de son côté, recevait ces nouvelles avec un défi teinté d'amertume. Des prophéties? Des sortilèges? Ils ne savent plus quoi inventer. Il riait d'un rire sec, amer, conscient que ces rumeurs étaient une extension de la guerre, une tentative de le priver de son soutien spirituel et moral. Il savait que sa cause était juste, mais il voyait aussi la puissance destructrice de ces mensonges, capable de retourner les cœurs les plus simples. Foulques, lui, observait le patriarche et les barons avec un sourire à peine perceptible. Il voyait l'opportunité. Ces nouvelles rumeurs, plus insidieuses que les précédentes, étaient un moyen de légitimer ses actions futures, de préparer le terrain pour une répression sans pitié. Si Mélisinde était une sorcière, alors la noblesse qui la soutenait était complice, et leur châtiment serait juste. Le silence du patriarche, sa difficulté à contrer ces allégations sans preuve, était une victoire pour le roi. L'air, dans les conciles, était imprégné de la menace du schisme, de la division de la foi elle-même, une arme redoutable dans les mains des ambitieux. Les tentatives de médiation du patriarche Guillaume Ier, bien que sincères, ne purent contenir la fureur de Foulques. Le roi, convaincu de la légitimité de sa cause et désireux d'écraser la rébellion d'Hugues du Puiset par la force, leva une armée. Le fracas des armes, les cris des commandements, le martèlement des sabots sur la terre sèche de Jérusalem annonçaient le départ des troupes. La colonne, une masse mouvante de fer et de poussière, se dirigea vers l'ouest, vers la côte, vers Jaffa.
L'année 1134 tirait à sa fin, et la guerre était inévitable. Le siège de Jaffa fut une épreuve longue et douloureuse. Les catapultes de Foulques lançaient des pierres massives contre les remparts, des béliers martelaient les portes, et les archers pleuvaient leurs flèches sur les défenseurs. La poussière des combats se mêlait à la sueur et au sang. À l'intérieur de Jaffa, les vivres s'amenuisaient, l'eau devenait rare. Hugues, un chef courageux et résilient, galvanisait ses hommes, mais il savait que la situation était intenable à long terme. Chaque jour qui passait était une victoire, mais chaque nuit apportait son lot de blessés et de morts. Le bruit incessant des machines de guerre et des cris de bataille étouffait le murmure des prières. Le patriarche, refusant de voir le royaume s'autodétruire, continua ses efforts, naviguant entre le camp royal et la ville assiégée. Des négociations secrètes eurent lieu, des messages passèrent sous le couvert de la nuit. Finalement, face à la supériorité numérique de Foulques et à l'épuisement de ses propres forces, Hugues accepta un accord. Les termes, négociés avec le patriarche comme garant, semblaient raisonnables. Une amnistie pour Hugues et ses hommes en échange de son départ en exil pour 3 ans. Un compromis douloureux, mais qui promettait la fin de l'effusion de sang. Un soupir de soulagement parcourut le royaume. La paix semblait à portée de main, mais le soulagement fut de courte durée. Foulques, dont l'ambition et la soif de pouvoir étaient insatiables, n'avait jamais eu l'intention de tenir sa promesse. Dès qu'Hugues, confiant dans la parole du patriarche et du roi, eut déposé les armes et quitté Jaffa, Foulques rompit son engagement. Il fit arrêter Hugues, le traînant devant une cour où la sentence était déjà écrite. Le comte de Jaffa fut jugé non pas pour rébellion, mais pour trahison et, pire encore, pour l'infâme accusation d'adultère avec la reine. La condamnation fut sans appel, exil définitif et confiscation de tous ses biens. La nouvelle de cette trahison se répandit comme une onde de choc. La noblesse du royaume, déjà méfiante envers Foulques, fut scandalisée. La parole royale, jadis sacrée, avait été bafouée. La figure du roi, qui se voulait garant de la justice, était désormais celle d'un parjure, d'un homme sans honneur. La désillusion était amère, le sentiment d'injustice profond. L'espoir de paix s'était écrasé sous le poids de la ruse et de la brutalité. Mélisinde, dans ses appartements, apprit la nouvelle par une de ses dames de compagnie, le visage pâle et les mains tremblantes. Une colère froide s'empara d'elle, plus intense que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. La perfidie de son mari dépassait l'entendement. C'était une attaque directe contre elle, contre l'honneur de sa famille, contre la stabilité du royaume. Sa détermination à agir, à ne plus être une victime passive, se renforça. Elle se sentait trahie, non seulement en tant qu'épouse, mais en tant que reine et gardienne de la justice. Elle imaginait l'humiliation d'Hugues, sa rage, son sentiment d'avoir été dupé. Foulques, lui, ressentait une satisfaction cynique. Il avait écarté un rival puissant, un obstacle à son pouvoir absolu. Il pensait avoir remporté une victoire décisive. Mais sous cette satisfaction se cachait une tension grandissante. Il sentait le mécontentement général, les regards froids des barons, le silence lourd des prélats. Sa victoire militaire était une défaite morale. Le royaume, loin d'être apaisé, était plus fracturé que jamais. Le chemin de l'exil d'Hugues du Puiset était balisé par l'amertume et la poussière. Accompagné d'une petite escorte, il traversait les paysages arides de la Terre Sainte, laissant derrière lui Jaffa, sa terre, sa vie. Son cœur était lourd de la trahison de Foulques, de l'injustice de sa condamnation. Il rêvait de vengeance, mais son corps était là, son esprit accablé. C'est sur une route isolée, bordée de rochers et d'oliviers noueux, que l'horreur survint. Une embuscade, des hommes masqués surgirent des fourrés, leurs lames étincelant sous le soleil impitoyable. Le choc fut brutal, les cris des hommes d'Hugues déchirèrent le silence. C'était une tentative d'assassinat, claire et nette. Hugues, malgré sa fatigue et son désespoir, se battit avec la rage d'un lion acculé. Il fut blessé, gravement, mais il survécut. Ses agresseurs, croyant leur œuvre accomplie, le laissèrent pour mort et disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux des corps et une traînée de sang sur la terre poussiéreuse. La nouvelle de l'attentat se propagea à la vitesse de l'éclair, atteignant Jérusalem comme une flèche empoisonnée. Le choc fut immense, l'indignation morale sans précédent. Personne ne douta de l'identité du commanditaire. C'était l'œuvre de Foulques, une tentative d'éliminer définitivement un rival gênant, de réduire au silence un témoin de sa perfidie. Le sang versé sur la route de l'exil maculait la réputation du roi d'une tache indélébile. Le murmure d'horreur se transforma en une vague de condamnations ouvertes. Les barons, déjà outrés par la trahison d'Hugues, virent dans cet acte une preuve de la tyrannie et de la cruauté inouïe du roi. La peur s'installa, mais elle fut vite supplantée par la colère. Si Foulques était capable d'une telle barbarie envers un homme sous sa protection, qui serait le prochain ? La sympathie se tourna massivement vers Hugues, transformé en martyr, et, par extension, vers Mélisinde, qui apparaissait de plus en plus comme la victime innocente des machinations de son mari. Les rumeurs de manipulation de prophétie ou de sortilège, attribuées à Mélisinde par ses détracteurs, commencèrent à s'essouffler, balayées par la réalité brutale des faits. Qui pouvait croire à des fables de sorcellerie quand la violence du roi était si manifeste ? Les accusations de Foulques, jadis insidieuses, se retournaient contre lui, révélant sa propre noirceur. L'air était chargé de murmures, mais cette fois-ci, il concernait la cruauté du roi, non la prétendue sorcellerie de la reine. Le peuple, les chevaliers, le clergé, tous regardaient Foulques avec une méfiance et un dégoût grandissant. Mélisinde, apprenant la survie miraculeuse d'Hugues mais aussi la sauvagerie de l'attaque, ressentit à la fois l'horreur et une fureur glaciale.
Cet acte odieux était la preuve ultime de la nature de son époux, de sa capacité à la cruauté la plus abjecte. Mais cette fureur se mua rapidement en une résolution inébranlable. L'attentat, loin de l'intimider, renforça sa légitimité morale et sa détermination. Elle ne pouvait plus rester inactive. Elle devait agir, non seulement pour elle-même, mais pour Hugues, pour le royaume, pour la justice. Elle sentit en elle une force nouvelle, une clarté d'esprit qui transcendait la peur. Foulques, isolé dans son palais, sentait le sol se dérober sous ses pieds. La tentative d'assassinat avait été une erreur politique colossale. Loin d'éliminer le problème, elle l'avait amplifié, transformant un rival en martyr et une reine en icône de la résistance. Il était paniqué, réalisant l'ampleur de son échec, la perte irrémédiable de son autorité morale. Ses propres barons angevins commençaient à le regarder avec inquiétude, conscients d'avoir été entraînés trop loin. L'onde de choc de l'attentat manqué contre Hugues du Puiset redéfinit le paysage politique de Jérusalem. Les accusations de manipulation de prophétie, autrefois un poison insidieux, étaient désormais balayées par la réalité de la cruauté de Foulques. Le vent avait tourné, soufflant avec une force nouvelle en faveur de Mélisende. La reine, sentant le changement d'humeur du royaume, ne perdit pas un instant. Elle quitta ses appartements, non plus une figure recluse et blessée, mais une reine en pleine possession de ses moyens, le regard clair et la démarche assurée. Elle convoqua ses partisans les plus fidèles, ceux qui avaient résisté aux pressions de Foulques, ceux qui avaient cru en elle. Le palais, auparavant un lieu de rumeurs et de complots, devint un centre de ralliement, un refuge pour tous ceux qui cherchaient la justice et la légitimité. Dans la grande salle d'audience, où les tapisseries orientales se mêlaient au blason franc, Mélisende prit la parole. Sa voix, claire et ferme, résonna dans l'assemblée. Elle ne parla pas de vengeance, mais de loi, de justice, et de l'héritage sacré de son père, Baudouin II. Elle réaffirma ses droits légitimes en tant que co-souveraine, rappelant les termes du testament qu'il avait placé sur le trône aux côtés de son époux. Elle se présenta comme la protectrice des lois et des coutumes du royaume, la gardienne de l'ordre face à la tyrannie et à la perfidie. Ces mots, empreints d'une dignité royale et d'une ferveur sincère, touchèrent les cœurs. La noblesse, lassée de l'autoritarisme de Foulques et scandalisée par ses actions, commença à se rallier ouvertement derrière elle. Des barons qui avaient, par prudence ou par calcul, soutenu Foulques, vinrent maintenant prêter allégeance à la reine. Radulfus de Nazareth, le connétable de Jérusalem, un proche d'Hugues, fut l'un des premiers, son visage marqué par la gravité des événements. Gervais de Reval, un autre noble influent, suivit, puis d'autres encore. Les allégeances se déplaçaient comme des plaques tectoniques, lentement d'abord, puis avec une force irrésistible. La figure de la reine, loin d'être celle d'une sorcière, était celle d'une souveraine pieuse, digne, luttant pour l'intégrité de son royaume et l'honneur de sa famille. Sa légitimité n'était plus contestée, elle était au contraire renforcée par le contraste avec la brutalité de Foulques. C'était un renversement de situation spectaculaire. Mélisende, de reine acculée, de victime de calomnie, devenait la figure centrale et incontestée du pouvoir, le point de ralliement de tous ceux qui aspiraient à un retour à l'ordre et à la justice. Le palais de Jérusalem vibrait d'une nouvelle énergie, d'un sentiment de justice retrouvé et d'une détermination collective. Le vent tournait, et il soufflait avec puissance en faveur de Mélisende. Elle ressentait une détermination inébranlable, la conviction que la justice triompherait, une confiance retrouvée en sa capacité à gouverner. Elle se sentait investie d'une mission, prête à affronter son époux, non plus comme une épouse défiante, mais comme une reine agissant pour le bien de tout le royaume. Pendant ce temps, Foulques, isolé dans ses propres appartements, était un homme abattu. Ses conseillers angevins l'avaient en partie déserté, et ceux qui restaient ne pouvaient que constater l'ampleur du désastre. Il regardait par la fenêtre, les lumières de la ville s'étendant sous lui, et sentait la marée monter. Il avait perdu le soutien de la noblesse, la confiance du clergé, et l'amour du peuple. Son échec était retentissant, son pouvoir s'effritait. La confrontation finale était inévitable, et il savait, au plus profond de son être, qu'il l'avait lui-même provoquée. Le palais royal de Jérusalem, vaste et imposant, n'avait jamais semblé aussi lourd de destin. Les murs de pierre calcaire, blanchis par des siècles de soleil et d'histoire, semblaient vibrer sous la tension palpable qui emplissait la grande salle d'audience. L'air y était épais, chargé d'une électricité dangereuse, un mélange d'attente anxieuse et de détermination farouche. Chaque murmure, chaque froissement d'étoffe, chaque déplacement de poids sur les dalles de marbre résonnait avec une acuité anormale, amplifiée par le silence respectueux, presque craintif, de la cour assemblée. C'était l'année 1135, et la confrontation était inévitable. Foulques, le roi d'Anjou, qui avait cru pouvoir asservir ce royaume d'Orient à sa volonté, se tenait là, isolé. Son visage, habituellement marqué par une autorité inflexible, était désormais tiré, les traits creusés par la fureur contenue et une anxiété naissante. Ses yeux, d'un bleu perçant, balayaient l'assemblée, cherchant des soutiens, mais ne rencontrant que des regards fuyants ou des expressions hostiles. Autour de lui, seuls quelques barons angevins, dont la loyauté était désormais plus une question de nécessité que de conviction, se tenaient raides, leurs armures polies reflétant les lueurs incertaines des torches. Ils sentaient le vent tourner, et l'odeur de la défaite commençait à imprégner l'air autour de leur maître. Foulques serrait les poings, ses phalanges blanchies sous la peau. L'humiliation était un poison lent, et il la buvait à grandes gorgées. Puis, elle apparut, Mélisende, la reine de Jérusalem. Sa démarche était altière, mesurée, chaque pas résonnant avec une confiance tranquille. Elle n'était plus la jeune femme hésitante, déchirée entre le devoir et l'épouse.
Elle était la fille de Baudouin II, l'héritière légitime, la gardienne du royaume. Sa robe, d'un bleu profond, était brodée d'or, mais c'était sa présence qui irradiait, plus que les étoffes précieuses. Ses cheveux sombres, tressés avec soin, encadraient un visage où la résolution avait chassé toute trace de la douleur passée. Ses yeux, d'un brun profond, étaient empreints d'une clarté inébranlable, dénués de toute colère, mais remplis d'une détermination froide. Autour d'elle, la foule des nobles se pressait, un mur de soutien silencieux. On y reconnaissait Radulfus de Nazareth, le connétable de Jérusalem, dont le regard trahissait une loyauté farouche, et Gervais de Reval, dont le visage était une image de soutien inconditionnel. Des murmures d'approbation montaient de l'assemblée, un bruissement doux et continu qui contrastait avec le silence tendu autour de Foulques. Les calomnies, les accusations d'adultère, les rumeurs infâmes de manipulation de prophéties, tout cela était balayé par la présence indéniable de sa légitimité. L'attentat contre Hugues du Puiset avait tout changé, révélant la vraie nature de Foulques et purifiant l'image de la reine. Mélisinde s'avança jusqu'au centre de la salle, là où le tapis persan, usé par le passage de tant de souverains, témoignait de l'histoire du royaume. Elle fit face à Foulques, son époux, sans haine, mais avec une autorité inébranlable. Elle ne leva pas la voix, mais chaque mot résonna avec la force de la justice et de la loi. « Monseigneur, commença-t-elle, sa voix claire et posée, portant jusqu'aux confins de la salle, nous sommes réunis aujourd'hui non par choix, mais par nécessité. Une nécessité dictée par la fracture que vos actions ont infligée à ce royaume, par la déloyauté envers le serment que vous avez prêté et, plus grave encore, envers la mémoire de mon père, le roi Baudouin II. » Les yeux de Foulques se plissèrent. Il voulut l'interrompre, mais un regard sévère de Radulfus et les murmures hostiles de la cour le firent hésiter. « Mon père, continua Mélisinde, son regard ancré dans celui de Foulques, par la grâce de Dieu et la sagesse de son règne, a établi un ordre pour la succession de ce royaume. Un ordre qui me désignait, moi, sa fille aînée, comme son héritière légitime. Un ordre que vous avez accepté en épousant ma personne, et non pas seulement ma dot. Un ordre que vous avez bafoué en tentant de me reléguer au rang d'une simple consort, en écartant mes conseillers, en opprimant nos barons, et en tentant de vous approprier un pouvoir qui n'était pas le vôtre seul. » Elle fit une pause, son regard balayant l'assemblée, invitant chacun à témoigner de la vérité de ses paroles. Les têtes s'inclinaient en signe d'approbation. Vous avez semé la discorde là où mon père avait forgé l'unité. Vous avez nourri les calomnies les plus viles, allant jusqu'à accuser un homme loyal, mon cousin Hugues du Puiset, d'un crime infâme, pour le punir de sa fidélité à la couronne de Jérusalem, à ma couronne. Et lorsque la justice vous a échappé, vous avez eu recours à la perfidie, brisant votre parole, et tentant l'assassinat d'un homme sous protection ecclésiastique. Un frisson parcourut l'assemblée à l'évocation de l'attentat. Foulques, le visage cramoisi, tenta de s'avancer, mais les regards des nobles, autrefois craintifs, étaient désormais emplis d'une indignation ouverte. « Je suis ici aujourd'hui, poursuivit Mélisinde, sa voix s'élevant légèrement, non pas pour vous juger, car Dieu seul est juge de nos âmes, mais pour réclamer ce qui est mon droit et mon devoir. Mon droit, en tant qu'héritière désignée. Mon devoir, en tant que gardienne de ce royaume et de ses lois. Je ne suis pas une épouse soumise, monseigneur, mais la reine de Jérusalem. Et je ne permettrai pas que la volonté de mon père soit foulée aux pieds, ni que ce royaume soit livré au chaos par votre seule ambition. » Le silence qui suivit ces paroles était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. L'électricité dans l'air était palpable, chaque mot semblait avoir été sculpté dans le marbre. Foulques, pris au dépourvu par la force tranquille de sa femme, tenta de reprendre le dessus. « Votre droit, madame, est de vous tenir à mes côtés en tant que mon épouse, lança-t-il, sa voix rauque et tremblante de rage contenue. Le royaume a besoin d'un seul maître, d'une main ferme pour le guider. Et cette main est la mienne. » Des murmures de désapprobation montèrent de la cour. Ses propres barons angevins se regardèrent avec inquiétude. Son autorité était ébranlée, ses mots sonnaient creux. La vérité, comme une lame acérée, perçait les mensonges et les prétentions. Mélisinde le regarda sans ciller, son calme une armure impénétrable. Elle savait qu'elle avait le soutien de la cour, du peuple, et surtout, la légitimité de son sang. Le duel de volonté était à son apogée, et le destin du royaume pendait à un fil. Le vacarme des débats qui suivirent fut un chaos organisé, un balai d'arguments passionnés et de chuchotements venimeux. Les partisans de Foulques, peu nombreux mais bruyants, tentèrent de défendre la primauté de l'autorité masculine, de la tradition franque, de la nécessité d'un roi fort en temps de guerre. Mais leur voix était étouffée par la clameur grandissante de ceux qui soutenaient Mélisinde, qui rappelaient les termes du testament de Baudouin II, les serments brisés, l'honneur bafoué. C'est alors que le patriarche Guillaume Ier fit son entrée, une figure imposante, drapée dans ses somptueux vêtements ecclésiastiques, sa mitre scintillante sous la lumière des cierges. Son arrivée imposa un silence immédiat. Il s'avança avec une solennité qui commandait le respect, son visage grave, ses yeux perçants balayant l'assemblée. Il était le représentant de l'Église, la voix de Dieu sur terre, et son intervention était attendue avec une anxiété mêlée d'espoir. Le patriarche se plaça entre les deux souverains, Foulques et Mélisinde, symbolisant son rôle de médiateur, mais aussi de juge. Il leva une main, et sa voix, profonde et résonnante, remplit la salle. « Mes chers enfants, seigneurs et dames de ce royaume sacré, commença-t-il, nous sommes ici, dans la maison du Seigneur, pour chercher la justice et l'unité. Le royaume de Jérusalem, fruit de tant de sacrifices et de ferveur, ne peut se permettre la discorde et la division. Nos ennemis veillent, et la faiblesse interne est notre plus grand péril.
Il fit une pause, son regard s'attardant sur Foulques, puis sur Mélisende. Nous avons tous été témoins des événements récents. Des accusations infâmes ont été portées, des serments bafoués, et la paix du royaume a été gravement menacée. Mais l'Église, gardienne des lois divines et humaines, ne peut rester silencieuse face à l'injustice. Le patriarche se tourna alors résolument vers Foulques. « Monseigneur le roi, la sagesse de votre prédécesseur, le roi Baudouin II, était reconnue de tous. Son testament, qui désignait sa fille Mélisende comme son héritière, et qui stipulait que vous deviez régner conjointement avec elle, est un document sacré. Il a été scellé par le sang de notre Seigneur et par la loi de ce royaume. Vous avez prêté serment sur ces termes, et l'Église ne peut tolérer qu'un serment divin soit rompu. » Les paroles du patriarche étaient une condamnation sans appel. Le poids de l'autorité ecclésiastique était écrasant. Foulques, le visage livide, tenta de protester, de murmurer quelques mots sur la tradition ou la nécessité, mais le patriarche leva de nouveau la main, le réduisant au silence. Quant aux rumeurs et calomnies, poursuivit Guillaume Ier, sa voix s'emplissant d'une juste indignation, ces murmures infâmes de sorcellerie et de manipulation de prophétie, ils ont été semés par la discorde et l'envie. L'Église a enquêté, nous n'avons trouvé aucune preuve de telle pratique chez notre reine Mélisende, dont la piété est connue de tous. Ces allégations n'étaient qu'une arme, forgée pour diviser et détruire. Elles sont désormais balayées, et la vérité a prévalu. Un soupir collectif de soulagement traversa l'Assemblée. Les rumeurs, qui avaient empoisonné l'atmosphère pendant des mois, étaient enfin publiquement discréditées par la plus haute autorité morale du royaume. Pour Mélisende, ce fut une victoire morale éclatante, une réhabilitation complète. Elle sentit ses épaules se détendre légèrement, un poids immense se levant de son cœur. Le patriarche conclut, son regard se fixant une dernière fois sur Foulques. « Monseigneur, pour la paix de ce royaume, pour l'unité de nos forces face à l'ennemi commun, et pour le respect des lois divines et humaines, vous devez accepter et reconnaître publiquement les droits de la reine Mélisende en tant que co-souveraine, avec une autorité égale à la vôtre. C'est la seule voie pour la réconciliation et la survie de Jérusalem. » Foulques, acculé, isolé, le visage ravagé par l'humiliation et la rage, n'eut d'autre choix que de céder. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, un signe de capitulation forcée. Il hocha la tête, un mouvement à peine perceptible, mais suffisant pour sceller son destin. La cour retint son souffle. Puis, un murmure de soulagement, suivi d'un bruissement d'approbation montèrent de l'assemblée. Mélisende observa son époux. Pas de triomphe ostentatoire dans son regard, seulement une dignité sereine, mêlée d'une vigilance persistante. Elle savait que cette victoire était cruciale, mais que la véritable paix entre eux serait longue à bâtir, si tant est qu'elle le fut un jour. L'air, un instant lourd de tension, s'emplissait désormais d'un soulagement tendu, l'amertume d'une capitulation forcée flottant encore comme un parfum persistant. Les années qui suivirent, de 1136 à 1137, furent celles de la reconstruction et de la stabilisation. Le règne restauré de Mélisende n'était pas une simple réaffirmation de ses droits, mais une démonstration de sa capacité à gouverner. Foulques, contraint à partager le pouvoir, se retrouva dans une position inconfortable, son autorité diminuée, ses ambitions bridées. La reine, quant à elle, s'employa avec une énergie inlassable à restaurer l'ordre et la confiance au sein d'un royaume profondément ébranlé. Le palais de Jérusalem, jadis théâtre de complots et de tensions, retrouva peu à peu une certaine sérénité. Le bruit des pas pressés dans les couloirs, le murmure des discussions dans les chancelleries, le cliquetis des plumes sur le parchemin, tout cela témoignait d'une administration retrouvée, d'une activité fébrile mais ordonnée. L'air, imprégné du parfum doux et épicé des jardins intérieurs, semblait porter un nouveau souffle d'espoir. Mélisende commença par réintégrer les barons loyaux, ceux qui avaient été écartés par Foulques ou qui avaient souffert de ses manœuvres. Hugues du Puisaye, bien que toujours convalescent de ses blessures et de son exil, fut réhabilité, ses terres et ses titres lui furent rendus, son honneur lavé. Cette mesure, forte et symbolique, envoya un message clair à toute la noblesse, la justice était de retour. La reine ne se contenta pas de pardonner, elle s'assura que les torts soient réparés, que les lois soient respectées. Elle réorganisa l'administration du royaume avec une méticulosité remarquable. Les registres furent tenus avec soin, les impôts collectés équitablement, les domaines royaux gérés avec sagesse. Sa connaissance approfondie des coutumes et des lois du royaume, acquise dès son enfance sous la tutelle de Baudouin II, se révéla inestimable. Elle affirma son autorité dans toutes les affaires du royaume, de la diplomatie à la justice, présidant les conseils avec une acuité politique et une sagesse qui forçaient le respect. Les ambassadeurs des puissances voisines, tant chrétiennes que musulmanes, commencèrent à la considérer comme une interlocutrice à part entière, reconnaissant sa perspicacité et sa fermeté. Les accusations de manipulation de prophétie étaient désormais un lointain écho, une calomnie oubliée, supplantée par l'image d'une reine forte, juste et pieuse. Elle était perçue comme la garante de la stabilité, celle qui avait su redresser le navire du royaume après la tempête. Sa réputation, autrefois salie, était maintenant polie par l'épreuve et le succès. Au-delà de la gouvernance quotidienne, Mélisende se concentra sur l'éducation de son fils, Baudouin III. Le jeune prince, encore enfant, était l'avenir du royaume. Elle passa de longues heures avec lui, lui enseignant l'histoire de Jérusalem, les lois, les devoirs d'un roi. Elle l'introduisait aux subtilités de la diplomatie, aux stratégies militaires, aux responsabilités religieuses de la couronne. Elle veillait à ce qu'il soit entouré des meilleurs précepteurs, des plus sages conseillers, s'assurant qu'il hérite non seulement du trône, mais aussi de la sagesse nécessaire pour le porter.
Le lien entre la mère et le fils se renforça, cimenté par un amour profond et un devoir partagé. Fulk, amer et résigné, participait aux affaires du royaume, mais son influence était contenue, ses ambitions surveillées. Il était un roi en titre, mais la réalité du pouvoir résidait désormais entre les mains de Mélisende. Il passait plus de temps à la chasse ou dans des campagnes militaires mineures, cherchant un exutoire à sa frustration. Le royaume respirait, mais la vigilance restait de mise. Mélisende, sereine mais déterminée, était consciente de la fragilité de cette paix, mais résolue à gouverner avec sagesse et fermeté pour le bien de son fils et de son peuple. Les années s'écoulèrent, et avec elles, une paix relative s'installa sur le royaume de Jérusalem, une paix due en grande partie à la gouvernance éclairée de Mélisende. Cependant, le destin, parfois capricieux, réservait un nouveau tournant. L'année 1143, une sombre nouvelle frappa le royaume. Fulk, le roi co-régnant, trouva la mort dans un accident de chasse. C'était un jour clair et ensoleillé, les forêts de Galilée résonnaient des cris des rabatteurs et des aboiements des chiens. Fulk, monté sur un cheval fougueux, poursuivait un lièvre avec l'ardeur qui l'avait toujours caractérisé. Mais le terrain était traître, une souche cachée, un faux pas, et la bête s'écroula, projetant le roi avec violence. Sa tête heurta une pierre. La mort fut quasi instantanée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, d'abord avec incrédulité, puis avec une consternation officielle. Les cloches des églises sonnèrent le glas, un son lourd et lugubre qui se propagea dans toute la cité sainte. Le royaume entra dans une période de deuil, sincère pour certains, teintée d'une libération silencieuse pour d'autres. Mélisende reçut la nouvelle avec une complexité d'émotions. Il y avait la tristesse, bien sûr. Fulk avait été son époux, le père de ses enfants, et malgré les conflits, une part d'elle-même était liée à lui. Leurs années de cohabitation forcée avaient forgé une relation étrange, faite de respect mutuel, d'amertume et de concession. Mais au-delà du deuil, il y avait un sentiment profond de libération. La contrainte de la co-souveraineté était levée. Elle était désormais seule, en tant que régente de son jeune fils, Baudouin III. Le chemin était clair, le pouvoir enfin incontesté. Le passage de pouvoir fut fluide, accepté par la noblesse sans une once d'opposition. Les barons, qui avaient été témoins de sa sagesse, de sa fermeté et de sa justice au cours des années précédentes, lui accordaient désormais leur confiance pleine et entière. Ils avaient appris à respecter son autorité, à reconnaître ses capacités de gouvernance. Les murmures du passé, les accusations infâmes, étaient définitivement ensevelis sous le poids de son intégrité et de son efficacité. Mélisende consolida son pouvoir avec une détermination renouvelée. Elle s'appuya sur son expérience et son réseau de fidèles pour diriger le royaume avec une efficacité remarquable. Elle fit face aux défis internes, en assurant la paix entre les factions nobles et en renforçant l'administration. Elle géra les relations avec les puissances externes, naviguant avec habileté entre les alliances et les menaces, protégeant les frontières du royaume. Elle était devenue la figure centrale, le pilier sur lequel reposait Jérusalem. Son fils, Baudouin III, était encore trop jeune pour régner seul. Mélisende assuma donc pleinement son rôle de régente, une position de pouvoir absolu, mais exercée avec une conscience aiguë de ses responsabilités. Elle continuait à le former, à le guider, le préparant à prendre les rênes du royaume le jour venu. Elle le regardait grandir, ce jeune prince aux cheveux blonds, héritier d'une lignée de rois croisés, et voyait en lui l'avenir de son œuvre. Le royaume, sous sa direction, connaissait une période de stabilité et d'espoir. L'air, autour d'elle, était empreint de la force tranquille d'une souveraine qui avait surmonté toutes les épreuves, une reine dont le nom allait désormais être associé à la sagesse et à la puissance. L'année 1143 marqua le zénith du pouvoir personnel de Mélisende. Son règne en tant que régente de Baudouin III fut une période de stabilité et de prospérité relative, une oasis de calme dans une région perpétuellement en proie au conflit. Le royaume de Jérusalem, sous sa main ferme et éclairée, rayonnait d'une force nouvelle, respectée par ses alliés et redoutée par ses ennemis. Les puissances étrangères, d'Orient et d'Occident, la reconnaissaient comme la souveraine légitime et efficace de Jérusalem. Les lettres du pape, scellées du sceau pontifical, affirmaient son autorité, louaient sa piété et sa sagesse. Les émissaires des royaumes européens, venant de France, d'Angleterre ou du Saint-Empire, arrivaient à Jérusalem non plus les émissaires des royaumes européens, venant de France, d'Angleterre ou du Saint-Empire, arrivaient à Jérusalem non plus avec l'arrogance des conquérants, mais avec le respect dû à une souveraine dont la réputation de sagesse et de fermeté s'étendait bien au-delà des mers. Les caravanes chargées de soie, d'épices et de pierres précieuses, traversant les déserts poussiéreux, ne transportaient pas seulement des richesses matérielles, mais aussi des nouvelles des cours lointaines, des requêtes diplomatiques et des alliances potentielles. L'année 1143 marqua le zénith du pouvoir personnel de Mélisende. Les murs du palais, imprégnés de l'histoire de tant de rois et de reines, semblaient respirer une quiétude retrouvée. Dans les jardins, les fontaines murmuraient une mélodie apaisante, et le parfum enivrant des orangers en fleurs se mêlait aux effluves d'encens s'échappant des chapelles. Mélisende, désormais seule maîtresse à bord, naviguait avec une assurance tranquille les eaux complexes de la politique orientale. Elle avait restauré la confiance de la noblesse, non par la force brute, mais par la justice et le respect des coutumes. Les barons, qui avaient connu la tyrannie de Fulk, appréciaient désormais la mesure et la droiture de leur reine. L'administration du royaume, réorganisée avec une méticulosité quasi monacale, fonctionnait avec une efficacité remarquable. Les registres des impôts étaient tenus avec une rigueur nouvelle,
les litiges fonciers résolus avec une impartialité exemplaire, et les défenses des villes frontalières étaient renforcées avec des ingénieurs byzantins et des architectes locaux. Les accusations passées de manipulation de prophéties, de sorcellerie, de liaison adultère, étaient définitivement oubliées, reléguées au rang de calomnie honteuse. Son intégrité et sa sagesse étaient reconnues de tous, et même Guillaume de Tyr, le chroniqueur, qui n'avait pas toujours été tendre avec les femmes de pouvoir, devait reconnaître son exceptionnelle capacité à gouverner. Les moines copistes, dans les scriptoria royaux, transcrivaient les lois et les décrets de la reine, leurs plumes crissant sur le parchemin, leurs visages éclairés par la faible lueur des bougies. L'air, dans ces pièces silencieuses, sentait l'encre, le vieux papier et la cire, des odeurs de savoir et de pouvoir qui se mêlaient aux parfums plus exotiques du palais. Au cœur de cette période de consolidation, une préoccupation majeure occupait l'esprit de Mélisinde, l'éducation de son fils, Baudouin III. Le jeune prince, blond et élancé, grandissait sous son regard attentif, absorbant les leçons d'histoire, de stratégie militaire, de droit et de théologie. Mélisinde passait de longues heures avec lui, lui racontant les épopées des croisades, les fondations du royaume, les sacrifices de ses ancêtres. Elle lui apprenait la valeur de la justice, la nécessité de la prudence, et l'importance de l'unité face à la menace sarrasine. Elle ne voulait pas seulement faire de lui un roi, mais un souverain éclairé, capable de porter le poids d'une couronne aussi fragile que précieuse. Leurs discussions, souvent animées, se déroulaient dans les jardins ombragés, sous le chant des oiseaux, ou dans la fraîcheur des bibliothèques, au milieu des parchemins anciens. Le lien entre la mère et le fils était profond, tissé de respect mutuel et d'un amour inconditionnel, bien que teinté par la conscience du destin royal qui les liait. Mélisinde, dans ses années d'apogée, ressentait une confiance sereine. Le sentiment d'accomplissement était palpable, la satisfaction d'avoir redressé le navire du royaume après la tempête. Mais cette sérénité n'était jamais l'insouciance. Elle maintenait une vigilance constante face aux menaces extérieures, aux intrigues de ses voisins et à la complexité de la politique locale. Elle portait le poids de ses responsabilités avec une dignité inébranlable, animée par l'amour de son fils et de son royaume. La lumière dorée de Jérusalem, qui avait baigné son enfance et ses épreuves, semblait désormais l'envelopper d'une aura de sagesse, la transformant en une figure presque mythique, une reine dont la présence seule inspirait le respect. L'année 1148 apporta avec elle un changement de décor et de dynamique. Le vent de l'Occident souffla à nouveau sur la Terre Sainte, charriant des milliers de chevaliers, de pèlerins et d'ambitions nouvelles. La deuxième croisade, menée par Louis VII de France et Conrad III d'Allemagne, débarqua sur les côtes du Levant, promettant renfort et protection, mais apportant aussi son lot de complications. Le palais de Jérusalem, qui avait retrouvé une quiétude studieuse, fut soudainement envahi par un faste étranger, bruyant et souvent maladroit. Les chevaliers européens, leurs armures rutilantes et leurs bannières chatoyantes, se pressaient dans les couloirs, leurs voix tonitruantes résonnant dans des langues peu familières. L'odeur du fer poli, du cuir et de la sueur se mêlait au parfum délicat des jardins, créant une dissonance sensorielle. Mélisinde, avec sa prudence habituelle, accueillit les nouveaux venus avec les honneurs dus à leur rang, mais son regard perçant ne manquait pas de noter leurs manières rudes, leur ignorance des réalités locales et leur mépris à peine voilé pour les francs d'outre-mer, qu'ils considéraient comme amollis par l'Orient. Baudouin III, désormais un adolescent de 18 ans, se retrouva au cœur de ces nouvelles dynamiques. Grand, blond, avec le port altier de son père et la finesse de sa mère, il était impatient d'affirmer son autorité. La présence de ces rois européens, ces aînés en âge mais pas en expérience du Levant, attisait son désir d'indépendance. Certains conseillers, opportunistes ou sincèrement convaincus que le royaume avait besoin d'un souverain mâle et unique, commencèrent à semer le doute dans l'esprit du jeune roi, l'encourageant à contester la régence de sa mère. Un homme ne peut régner sous la jupe de sa mère, murmurait-il, des mots empoisonnés qui trouvaient un écho dans l'impatience de Baudouin. Mélisinde observait avec une anxiété croissante cette fissure qui s'ouvrait entre elle et son fils. Elle comprenait son désir d'indépendance, son besoin de prouver sa valeur. Mais elle craignait aussi son inexpérience, sa naïveté face aux intrigues de cour et aux dangers extérieurs. Elle savait que les croisés, avec leurs stratégies occidentales inadaptées, étaient plus une menace qu'une aide. Le désastre du siège de Damas, où les croisés, contre l'avis des barons locaux, avaient mené une attaque malheureuse, fut une preuve amère de cette vérité. Les tensions croissaient, subtiles d'abord, puis de plus en plus ouvertes. Baudouin, influencé par ses nouveaux amis et ses propres ambitions, commença à prendre des décisions sans consulter sa mère, à écarter ses conseillers les plus fidèles. Des altercations éclatèrent, des mots durs furent échangés. Le palais, de lieu de sérénité, redevint un foyer de rumeurs et d'intrigues. Mélisinde, prudente et pragmatique, sentait le danger. Elle avait bâti ce royaume, elle l'avait défendu contre Foulques, elle ne pouvait pas le voir se déchirer à cause de l'impatience de son propre fils. L'air était chargé de langues étrangères, de nouvelles ambitions, et d'un conflit latent entre l'ancienne et la nouvelle garde. La mère et le fils, autrefois unis par un destin commun, se retrouvaient sur des chemins divergents, sous l'influence des vents changeants de l'histoire. Les années 1150 à 1152 furent celles d'un drame familial et politique qui faillit déchirer le royaume de Jérusalem. La fissure entre Mélisinde et Baudouin III s'élargit, se transformant en un conflit ouvert, un bras de fer entre une mère qui avait tout donné pour son royaume et un fils impatient d'affirmer son pouvoir. Le palais, jadis le cœur battant de leur entente, devint le théâtre d'une lutte acharnée où l'amour filial se mêlait à l'ambition et au devoir. Baudouin III, désormais jeune homme mûr, soutenu par une faction de la noblesse qui voyait en lui l'avenir,
et par un clergé désireux de restaurer une autorité royale masculine incontestée, exigea la pleine souveraineté. Ses partisans, avec des arguments parfois fallacieux, faisaient valoir que le temps de la régence était révolu, que le royaume avait besoin d'un roi en pleine possession de ses moyens, et non d'une reine qui avait déjà régné trop longtemps. Les murmures, jadis discrets, se transformèrent en pétitions ouvertes, en appel à la cour. Mélisinde, refusant de céder le pouvoir qu'elle avait si durement conquis et si sagement exercé, résista. Elle craignait pour la stabilité du royaume, consciente de l'inexpérience de son fils et des dangers qui guettaient Jérusalem. Elle rappelait les leçons du passé, les erreurs de Foulques, la nécessité de la prudence et de la mesure. Elle ne s'accrochait pas au pouvoir par simple goût de la domination, mais par un profond sens des responsabilités. Elle avait vu le royaume au bord de l'abîme, elle avait été la main qui l'avait tiré de là. Céder à la hâte, c'était risquer de tout perdre. Le conflit dégénéra. Baudouin, avec l'arrogance de la jeunesse, fit séquestrer les sceaux royaux, tenta d'écarter les conseillers de sa mère, et même de s'emparer de certaines de ses places fortes. Les rumeurs de guerre civile, cette fois-ci entre la mère et le fils, coururent dans tout le royaume, semant la peur et l'incertitude. Les barons se divisèrent, certains par loyauté, d'autres par opportunisme, chacun pesant le pour et le contre, les chances de l'un et de l'autre. L'air, dans les salles du palais, était lourd de non-dits, de chuchotements et de décisions lourdes de conséquences. C'est alors que, comme souvent en période de crise, le patriarche et la noblesse, soucieux de préserver l'unité du royaume, intervinrent. Ils insistèrent sur un partage du pouvoir, une solution qui permettrait à Baudouin d'affirmer son autorité tout en conservant l'expérience et la sagesse de Mélisinde. Après des négociations tendues, des jours et des nuits de discussions houleuses, un compromis fut trouvé. Le royaume serait divisé. Baudouin III régnerait sur le nord, y compris Acre et Tyr, tandis que Mélisinde conserverait l'autorité sur le sud, incluant Jérusalem et Naplouse, avec le droit de frapper monnaie et de maintenir son propre conseil. Mélisinde, blessée par la trahison de son fils, par son ingratitude, accepta finalement de céder les rênes, non par faiblesse, mais par sagesse. Elle comprit que la division, bien que douloureuse, était préférable à une guerre fratricide. Elle garda Jérusalem, le cœur sacré du royaume, le lieu de son enfance, de son éducation, de ses triomphes. C'était un symbole fort, une reconnaissance de son statut et de son influence. Elle sentit la douleur de la déception, mais aussi la satisfaction d'avoir évité le pire. Son amour pour son fils, bien que mis à l'épreuve, l'emporta sur son orgueil. Elle accepta de guider son fils, même si ce n'était plus en tant que souveraine unique, mais en tant que conseillère et gardienne. Baudouin III, lui aussi, bien qu'ambitieux, n'était pas sans amour pour sa mère. Il comprit la valeur de son expérience et de sa légitimité. Le palais retrouva un calme précaire, la crise était passée, mais les cicatrices restaient. Le partage du royaume, bien que douloureux pour Mélisinde, ouvrit une nouvelle phase de son existence, une retraite qui n'en était pas une. De 1152 à 1161, elle démontra que le pouvoir ne réside pas uniquement dans le titre, mais aussi dans la sagesse, l'expérience et l'influence discrète. Ayant cédé le pouvoir à Baudouin III, elle ne se retira pas complètement de la scène politique, mais continua d'agir comme une conseillère sage et respectée, une figure tutélaire dont l'avis était sollicité par son fils et par les barons. Son apanage, comprenant Jérusalem et Naplouse, devint un centre de rayonnement culturel et religieux. Elle se consacra avec passion aux affaires de ces domaines, gérant ses terres avec une efficacité qui la distinguait. Elle fonda des monastères, dota des églises, et soutint les ordres religieux, s'assurant de la piété et de la moralité de son peuple. Les artisans, les enlumineurs, les scribes trouvèrent en elle une mécène généreuse. Les manuscrits s'accumulaient dans les bibliothécaires qu'elle enrichissait, leurs pages enluminées reflétant la lumière dorée des icônes. L'air, dans ses appartements, était empreint du parfum des herbes médicinales cultivées dans les jardins du palais, des pigments des artistes, et des murmures des prières qui montaient des chapelles. Mélisinde observa son fils grandir en tant que roi. Elle le guidait discrètement, lui offrant ses conseils quand il les sollicitait, le laissant faire ses propres expériences, mais toujours prête à intervenir en cas de besoin. Elle le vit épouser Théodora Comnène, une princesse byzantine, scellant une alliance importante pour le royaume. Elle le vit prendre des décisions, certaines sages, d'autres moins, mais toujours avec l'attention d'une mère qui souhaite le meilleur pour son enfant. Les ambassadeurs étrangers, les pèlerins, les marchands continuaient de lui rendre visite, reconnaissant en elle une figure politique incontournable. Sa cour, bien que plus modeste que celle de Baudouin à Acre, était réputée pour sa culture, sa piété et sa sagesse. Elle recevait les requêtes, les doléances, les émissaires, et son influence, bien que non officielle, était profonde. Elle avait trouvé un nouvel équilibre, un rôle qui lui permettait d'exercer son pouvoir sans l'éclat des titres, mais avec la force de l'expérience et de la légitimité. Un sentiment de devoir accompli l'habitait. Elle avait assuré la survie du royaume, elle avait éduqué son fils pour qu'il puisse prendre les rênes, et elle continuait de veiller sur Jérusalem. La satisfaction de voir son héritage perdurer, de savoir que son travail n'avait pas été vain, était une douce récompense. Les ombres des palmiers dans les jardins du palais s'allongeaient au crépuscule, et Mélisinde, assise près d'une fenêtre, regardait le soleil se coucher sur la cité sainte, son visage apaisé par la sérénité des années. Le pouvoir discret qu'elle exerçait était, en réalité, plus puissant que n'importe quel titre, car il était fondé sur le respect et l'amour de son peuple. L'année 1161 fut celle où la lumière de Mélisinde s'éteignit, mais son éclat continua de briller sur le royaume de Jérusalem. Après une vie d'épreuves, de luttes et de triomphes,
La reine s'éteignit dans la sérénité de son palais à Naplouse, le 10 septembre, entourée de ses proches et de ses fidèles. Elle avait 66 ans, un âge avancé pour l'époque, et son corps, fatigué par les rigueurs de l'existence, s'était rendu à la maladie. Le royaume fut plongé dans un deuil respectueux et sincère. Les cloches des églises de Jérusalem, de Tyr, d'Acre et de toutes les villes du Levant chrétien sonnèrent le glas, un son lent et profond qui portait la tristesse de tout un peuple. Les marchands fermèrent leurs échoppes, les paysans cessèrent leur travail dans les champs, et les chevaliers mirent leurs bannières en berne. Le patriarche de Jérusalem, désormais Amalric de Nesle, dirigea les funérailles avec une solennité empreinte d'une profonde vénération. Le corps de la reine fut transporté à Jérusalem, son dernier voyage à travers les terres qu'elle avait tant aimées et défendues. Elle fut inhumée dans l'église du Calvaire, à côté de sa mère Morphia, dans la basilique du Saint-Sépulcre, le lieu le plus sacré de la chrétienté, un honneur rare et exceptionnel pour une femme. Mélisinde laissait derrière elle un héritage complexe mais incontestable. Elle fut reconnue, même par ses détracteurs, comme l'une des plus grandes souveraines de l'histoire des États latins d'Orient. Son règne fut un exemple de résilience, de sagesse politique et de dévouement inébranlable à son royaume. Elle avait navigué avec succès dans un monde dominé par les hommes et les conflits, transformant les calomnies en légitimité, les épreuves en force. Elle avait prouvé qu'une femme pouvait non seulement régner, mais aussi gouverner avec une intelligence et une fermeté qui dépassaient souvent celles de ses homologues masculins. Son influence perdura à travers Baudouin III, son fils, qui, après avoir appris à ses dépens les leçons de la gouvernance, se révéla être un roi juste et capable, portant l'héritage de sa mère avec honneur. Il continua de s'appuyer sur les structures administratives mises en place par Mélisinde et de respecter les alliances qu'elle avait tissées. Les générations suivantes de souverains de Jérusalem se souviendraient d'elle, de sa force, de sa piété et de sa sagesse, comme un modèle à suivre, une étoile polaire dans les tempêtes politiques. Le chroniqueur Guillaume de Tyr, qui avait observé son parcours depuis l'enfance, lui rendit un hommage appuyé dans ses écrits, reconnaissant ses grandes qualités et son rôle essentiel dans la survie du royaume. Il la décrivit comme une femme d'une grande intelligence, d'une piété sincère et d'une volonté inébranlable, ayant toujours agi pour le bien de son peuple et de la Terre sainte. Mélisinde de Jérusalem, la reine accusée d'avoir manipulé des prophéties, avait non seulement survécu aux calomnies, mais les avait transcendées. Elle avait prouvé que la vraie prophétie n'était pas celle des oracles, mais celle de l'action juste et de la gouvernance éclairée. Son nom devint synonyme de force et de dignité, un phare dans l'histoire tumultueuse des croisades. La lumière de Jérusalem, si souvent présente dans sa vie, l'enveloppa une dernière fois, et son souvenir, comme l'encens des prières, monta vers le ciel, éternel et inspirant. Le sentiment de paix finale, de devoir accompli, était le legs d'une vie extraordinaire, marquée par la lutte et la victoire, le doute et la certitude. Elle avait marqué l'histoire et avait assuré la survie de son royaume, une reine pour l'éternité.